Voilà, Vincent, le spécialiste Open Roads francophone, euh, va nous faire une belle présentation et nous expliquer un petit peu euh, ce que l'on va pouvoir trouver dans Open Roads, divers aspects. Ça va peut-être être on va explorer divers aspects peut-être un peu différents. Mais ce sera certainement très bien et très enrichissant pour tout le monde. Voilà, Vincent, je vais te laisser prendre la parole et faire ta belle présentation. Merci, OK? merci de Philippe. En Tu m'as fin bien mis la de, pression là. voilà, Donc en je fin de dois, je dois vous faire une présentation, belle présentation. voilà, en Ok. fin de présentation, on fera une petite séance de questions-réponses comme à l'accoutumée. Voilà, ne vous enfuyez pas trop vite. OK? Allez, Vincent, à toi. Merci Philippe de cette sympathique introduction. Donc effectivement, on va passer 45 minutes ensemble et le but, c'est d'essayer de vous présenter 10 aspects qui potentiellement vous donneraient l'intention d'utiliser et d'acheter Open Roads. Ouais, sur 10 facettes, j'ai pris 10 facettes, puisqu'en 45 minutes, Open Roads est un logiciel tellement riche que c'est difficile de tout voir. Donc, j'ai pris 10 exemples qui me semblent représenter les points clés d'Open Roads. Pardon, excusez-moi, j'ai encore un peu la... Alors, la première raison, c'est que c'est une solution de modélisation dernière génération, née pour le BIM. Donc, historiquement, Bentley avait 3 gammes de logiciels pour faire des routes, InRoads, MX et GeoMacao. Et donc, c'est en 2010, Bentley a entièrement remis à plat toute cette gamme de façon à avoir un nouveau moteur 64 bits multithreadé qui soit prêt pour le BIM, pour l'avenir, et basé sur le nouveau format DGN V8, lui aussi 64 bits, qui a pratiquement pas de taille limite de fichiers, si ce n'est Windows. Et donc, voilà, Bentley a fait un gros effort, c'était un gros pari à ce moment-là, de tout casser, tout changer, hein. On avait des gammes qui marchaient bien et on a réécrit ces moteurs pour une plateforme 64 bits. Et tant qu'à faire, au moment de réécrire cet outil, on a bien réfléchi et je pense que la meilleure innovation, c'était de le penser pour faciliter la modification du projet. Ok, parce que des produits qui font des modèles bien une fois, il y en a plein le marché. Par contre, dès qu'on commence à modifier le projet, c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus compliquées et c'est là où Open Roads montre toute sa puissance. Ce qui est important aussi, c'est que Open Roads est né pour le BIM. Okay, et c'est un moteur 3D volumétrique natif, d'ailleurs c'est le seul du marché. C'est-à-dire que quand vous relâchez la souris, vous avez fini votre projet, le modèle BIM, et il est prêt. Il n'y a rien, je ne vais pas appuyer sur une touche, rien, le modèle BIM est prêt. Et d'autre part, on bénéficie de la gestion des données attributaires offertes par la plateforme MicroStation. Donc des exemples vous ont été donnés par Philippe de façon excellente lors de son précédent webinaire. Donc avec les item types, les caractéristiques d'objets, on peut gérer les données attributaires de votre modèle BIM, intégrer les données IFC, créer vos propres attributs, les exporter. Euh, vraiment, on manipule de l'information avec OpenRoad Designer. C'est plus un logiciel de CAO, c'est vraiment un logiciel BIM. Et la deuxième raison, donc, j'avais commencé en insistant sur le fait qu'il était fait pour modifier un projet. Alors, comment ça se passe dans les faits? Donc, il y a trois grandes catégories. Il y a d'abord l'intention de conception, la géométrie et les profils en travers dynamiques qui permettent donc d'arriver à cette facilité de modification. Alors, quand on parle d'intention de conception, on dit quoi? On dit qu'à chaque fois que vous faites une commande, que vous appuyez sur le bouton d'une souris, à ce moment-là, Open Roads, il ne mémorise pas
le résultat de la commande, mais la commande en elle-même. Il crée une règle. D'accord? Donc, chaque fois qu'on fait une commande, on crée un petit programme, on rajoute des instructions à un petit programme qui sera réexécuté à chaque fois qu'on modifie un des paramètres dans le fichier. Et j'ai essayé d'illustrer ça avec un exemple plutôt très simple, où les instructions, c'est j'ai un axe et je veux créer un bord de chaussée à 3,50 m de l'axe et appliquer un dévers à 2,5 m. Donc là, on est dans OpenRoads. À gauche, pardon, vous avez la vue 2D et à droite, la vue 3D. Donc là, je vais bouger l'axe et maintenant, on va faire une copie parallèle de cet axe. Okay, donc ça, on peut le faire avec MicroStation. Ce qu'on ne peut pas faire avec MicroStation, c'est ce qui va suivre. C'est que, donc là, oui, pardon, là, on rajoute du Z à l'objet, donc le pente à 2,5 m. Voilà, donc là, maintenant, on a bien un objet 3D. Et donc, vous voyez que le fait de créer un déport à 3,5 a été mémorisé par OpenRoads sous une forme de règles éditables. Et ces règles seront maintenues. C'est-à-dire que si je déplace l'objet source, bien sûr, tout sera recalculé. Et si la 3D bouge aussi, c'est que derrière, les profils en long sont aussi recalculés et mis à jour. Okay, donc, j'espère, avec cet exemple simple, avoir commencé à expliquer que le moteur de géométrie est dynamique et qu'on bénéficie de l'intention de conception qui va mémoriser chacune des opérations de modélisation que vous faites. Donc là, j'avais pris l'exemple de créer un déport, mais les accroches objets, MicroStation, sont aussi capturées par le logiciel. Donc, pour modéliser votre projet routier, on utilise de la géométrie assez classiquement, même si on pourrait utiliser que la géométrie pour modéliser des routes. On utilise aussi un moteur de profil en travers. Donc, c'est le module en travers qui est issu d'Inroads, donc, qui a 20-30 ans d'expérience et qui a permis de développer pratiquement le réseau routier nord-américain. Donc, ça fait quelques milliers de kilomètres d'expérience acquise. Et donc là, le temps me manque pour détailler ce module, mais toutes les contraintes qui pilotent le placement des composants sont éditables à la fois dans cette interface et après, une fois qu'on aura placé le profil. Okay, ça veut dire que là, les pentes, les largeurs, tout va pouvoir être modifié une fois qu'on l'a placé dans le projet. Et on pourra très facilement aller dire, par exemple, que le trottoir, je veux qu'il aille se connecter sur le corridor voisin ou sur de l'existant. Donc, un éditeur de profil en travers très puissant. Et quand on combine les deux, ça donne la possibilité de créer ce qu'on appelle des cellules civiles, qui sont des cellules de microstation auxquelles on a greffé l'intelligence d'OpenRoads et qui permettent de répliquer toute modélisation que vous avez faite au moins une fois. Okay. L'idée de ces cellules, c'est vraiment super simple et c'est vraiment très efficace. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, pour là j'ai pris des exemples de giratoires, mais on va modéliser l'aménagement une fois, et ensuite on va indiquer à MicroStation, mais OpenRoads, que l'on veut vouloir réappliquer cet objet, cette structure, sur une autre géométrie. Okay, donc on va modéliser en fait un rond-point une fois, ou un bassin, ou un ponceau, ou des places de parking, et ensuite on va pouvoir désigner les autres géométries et dire je veux le même là, 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 là. Et je me rappelle donc, que j'avais vu ça avec un projeteur d'une grande société d'ingénierie française et qui avait, je crois, plus de 200 bassins à remodéliser. Et elle était très contente d'apprendre qu'il en a modélisé un. Et après, il faisait clic, clic, et il a reposé ses 199 autres bassins. Donc là, je n'ai pas pris l'exemple de bassin, j'ai pris l'exemple d'échangeur. Et donc là, j'ai créé ces cellules civiles qui prennent 3 paramètres, l'axe, le bord chaussé et l'axe de la bretelle. Et ensuite, donc dans ce fichier-là, j'ai construit toutes les plateformes et les projets que l'on voit.
Et ensuite, donc, alors je vais faire en accéléré parce qu'on a encore une fois une contrainte de temps. Et donc, j'ai appliqué cette cellule civile sur un projet. Et on va voir combien de temps ça prend pour modéliser un échangeur complet grâce à ces cellules civiles. Et voilà. En 11 minutes, j'ai pu modéliser un échangeur complet et détaillé, c'est-à-dire qu'on gère les intersections de talus au niveau des voiries, les plateformes sont nettoyées, le projet il est nickel au millimètre près, quoi. Donc ça veut dire qu'on va bien modéliser une fois une bretelle d'échangeur, y compris si on veut après, avec les pas de doigts, où on fera une cellule civile spécifique pour ces pas de doigts, et ensuite on réapplique au nouveau contexte géométrique. Voilà ce que ça donne une fois en rendu. Et voilà, donc le calage est rapide, mais le résultat est le même que si on devait caler manuellement avec OpenRoads. Donc c'est extrêmement précis. Et j'ai pris aussi l'exemple d'un giratoire, parce que bien faire des ronds-points. Donc j'avais fait un exemple de cellule civile pour une branche aux normes ARP françaises. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous créer vos propres. Encore une fois, c'est extrêmement simple de créer une cellule civile, puisqu'il suffit de la créer une fois en géométrie civile. Et voilà, on l'applique. Et à chaque fois, j'applique la même technique d'afficher des courbes de niveau tous les 2 cm pour vérifier que le raccord est correct. Et vous voyez qu'au point de vue conception, on est bon. On voit même pas on voit même pas le raccord entre la cellule civile que je viens de placer et le rond-point. Et donc voilà, la cellule civile est complète avec le marquage. On peut même rajouter des objets, des panneaux, de façon à automatiser complètement la création d'aménagements et d'entités répétitives. Voilà pour les cellules civiles. La troisième raison, c'est le modeleur. Le modeleur est la possibilité de modéliser, de mélanger la modélisation par profil en travers et par ligne de 3D. Ok, parce que il y aura toujours des géométries qui seront plus simples à décrire par profil en travers, un grand linéaire, et d'autres qui seront plus simples à réaliser par ligne 3D. Et la plupart des logiciels vous demandent de choisir si vous voulez utiliser une approche ou l'autre. Et c'est pas les deux, c'est pas fromage et dessert. Alors qu'avec OpenRoads, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple d'un aménagement où donc la section courante, là, j'ai fait une demi-chaussée pour simplifier l'affichage. La demi-chaussée, qui est la voie principale, a été matérialisée par des profils en travers. Donc si j'accède aux manipulateurs qui décrivent les profils en travers type, les applications de profil en travers type, donc voilà le profil en travers type qui a été appliqué au projet. Et par contre, pour la patte doigt, là, la voie du dessus, donc les bords chaussés, eux, ont été créés en géométrie par décalé, et ensuite j'ai rajouté les pas doigts, les arrondis, et ensuite j'ai assemblé ces objets en modèle 3D. Et j'ai affecté une structure de chaussée à un modèle 3D, à un terrain. Oui, parce qu'on peut appliquer des structures de chaussée à un terrain. Et le résultat, on le voit dans le profil en travers là. OK. Et pour le profil en travers, comme pour OpenRoads, il n'y a aucune différence entre la partie qui est à partir de là, qui représente la zone matérialisée, modélisée en technique terrain naturel, en technique terrain, donc avec des lignes. Hein, on a pris ces lignes-là, j'ai fait une frontière, et on assemble ces objets en terrain. Donc une approche surfacique. Donc cette partie-là, c'est l'approche surfacique, et cette partie-là, c'est l'approche linéaire. Une fois que c'est modélisé, pour OpenRoads, il n'y a aucune différence.
point de vue des cubatures, au point de vue des profils en travers que vous allez sortir, au point de vue des sorties de plan. Il n'y aura aucune différence. Donc, c'est en fonction de vos préférences et de la nature du projet, vous pourrez utiliser l'une ou l'autre de ces approches. Donc, soit la méthode par profil en travers ou par ligne 3D assemblée en modèle de terrain. Encore une fois, pour OpenRoads, c'est exactement la même chose. Alors, raison numéro 4, l'intégration de toute donnée. Et là, on bénéficie encore une fois de la puissance de la plateforme MicroStation, puisque MicroStation peut récupérer pratiquement tout ce qui se fait sur le marché en termes de SIG. Vous voyez qu'on peut récupérer des SHP, mais aussi dans les dernières versions, se connecter directement à des serveurs REST ou des serveurs des WFS de l'OGC, donc tout ce qui est géospatial. On peut récupérer la concurrence, Revit, Civil 3D, AutoCAD, puisque l'interopérabilité, c'est vraiment la façon qu'a Bentley de vous offrir l'outil le plus utilisable possible, puisque vous pouvez récupérer des données de tous les autres, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres plateformes. Donc avec OpenRoads, vous ne serez jamais limité. Il n'y a jamais de situation où vous pourrez dire: «Ah non, je ne peux pas importer ça». Et c'est quand même un point très, très, très important, puisque à l'ère du BIM, c'est la mobilité des données qui est importante. Hein, c'est OK, j'ai un modèle, j'ai un fichier, mais maintenant je veux l'extraire en rapport, ou je veux l'exporter en IFC, ou je travaille dans un projet multidisciplinaire dans lequel une partie a été faite dans Civil 3D, une partie en IFC. On récupère des blocs RFA. Voilà, donc OpenRoads vous permet de récupérer tout ça. Et donc j'avais prévu une petite vidéo pour vous montrer la récupération de données SIG. Et donc là, j'ai lancé la requête. Donc je me suis connecté à un serveur Open Data. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut récupérer toutes les données Open Data disponibles en Europe grâce à Inspire, pardon, et auprès des autres fournisseurs de données. Donc là, je me connecte sur un serveur WFS. Okay, et on vient générer des objets vectoriels dans OpenRoads. Ce n'est pas juste une carte. Okay, les objets sont resymbolisés. Vous voyez que j'ai appliqué des différentes symbologies. Et surtout, on récupère, encore une fois, BIM, le plus important, c'est le I de information. On récupère l'intégralité des informations numériques. Okay, donc assez sympathique. Et ce qui est aussi possible, c'est de récupérer des nuages de points, mais j'ai pas mis la diapositive. Mais si les nuages de points vous intéressent, on pourra en reparler après au niveau des questions-réponses. Donc, en termes d'interopérabilité, on peut récupérer donc des parts Revit. Et là, j'ai pris l'exemple de l'aménagement d'un banc. Donc, avec OpenRoads, on peut faire pas mal de trucs et faire des scènes des modèles et des projets complets. Donc là, le banc est paramétrique au moment du placement, hein. Et là, j'ai été directement dans placer le composant depuis l'interface d'OpenRoads. Et là, pour un autre exemple, on va donner de l'ombre à ces pauvres gens sur le banc. Et j'ai récupéré, là, c'est un bloc j'ai téléchargé sur le site d'Autodesk. Et voilà, comme ça, ils ont de l'ombre, les gens qui seront sur le banc. Et une fois placé, le bloc est toujours paramétrique. On a accès à toutes les données numériques, y compris au paramétrage. Et donc là, si je change la largeur à 10 mètres, ben voilà, la largeur, elle fait 10 mètres. Et donc, quand j'ai installé le banc, j'ai utilisé le centre des composants.
et qui est disponible donc dans tous les outils Bentley et qui permet d'agréger toutes les données de pratiquement tous les formats disponibles. On a un partenariat d'ailleurs avec, j'ai oublié le nom, mais voilà, on fini le temps où on devait remodéliser chacun son petit truc dans son BIMobject, coin. je pense, c'est ça? BIMobject? Ouais, je sais plus là, je devrais le voir dans la liste, mais Oui, c'est ça, ouais. euh, et vous pouvez, vous voyez que là il y a mon organisation en haut, ça veut dire que vous pouvez vous rajouter vos propres blocs, d'accord? C'est très très souple et ça permet de récupérer voilà, un peu tout ce qui se fait dans le monde, y compris donc du vrai vie, de l'IFC, etc. Voilà pour les placements de blocs. Ensuite, on change complètement de sujet et d'échelle, mais c'est toujours sur l'aspect numérique BIM. C'est que maintenant, ça serait de bon goût de disposer d'outils de validation numérique. Ok, puisqu'on a des outils numériques pour modéliser. Et là, en l'occurrence, pour les collisions et les visibilités. Alors pour les collisions, ça c'est déjà un peu plus dans le domaine courant. Hein, les détections de collisions, c'est assez connu dans le marché. Mais par contre, si vous avez à concevoir des carrefours, des échangeurs, ou même en urbain, il y a quand même des règles de visibilité à assurer. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de moyen de preuve numérique, de créer une preuve numérique de la visibilité ou de l'échec de la visibilité. Et grâce aux cellules civiles et à la versatilité de MicroStation, j'ai pu créer une cellule civile qui va faire cette vérification, donc qui va placer des observateurs et créer des lignes de visée et vérifier si ces lignes de visée intersectent ou pas le projet, le terrain naturel ou même des équipements. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, on peut même prendre en compte les glissières, les poteaux, les mâts, etc. Et même l'environnement en nuage de points. C'est-à-dire que si vous avez un environnement en nuage de points, vous pourrez vérifier la visibilité, y compris avec les nuages de points. Voilà, s'il ne faut pas passer la tondeuse et le bûcheron pour couper quelques arbres. Et donc voilà l'exemple en plan de la cellule civile que j'avais placée sur un carrefour de tourne à gauche, qui est lui-même une cellule civile. J'ai pas pensé à la montrer dans les cellules civiles. Donc le dessin de la voirie que vous voyez là, c'est une cellule civile qui est livrée avec le dataset français. Et au-dessus, donc, j'ai voulu simuler la visibilité au carrefour sur des véhicules sur la voie principale. Et donc, on voit là qu'on a un échec du calcul à gauche, puisque le terrain l'a fait obstacle, on a un masque visuel, alors qu'à droite, c'est vert, c'est bon, on a la visibilité. Et on peut générer un rapport de ça, un listing, disant, voilà, tel carrefour, il y avait la visibilité, tel carrefour, il n'y a pas la visibilité, etc. Et, oups, donc là, je vous montre l'exemple avec un échangeur, pour varier un peu les plaisirs. Donc là, j'ai désigné les 3 paramètres de la cellule civile, enfin les 5. Et ensuite, donc, là, les disques, voilà, la cellule civile est placée. J'ai été un peu trop vite. Je voulais aller trop vite. Et au résultat, c'est un peu difficile à faire du voice-over. Donc voilà, on place la cellule civile. La cellule civile va placer les lignes de visée, le musoir et le poteau, et ensuite venir tracer des lignes rouges quand il y a échec. Donc là, c'est rouge, hein, on intersecte la chaussée. Donc là, il y a 2 voitures hein, qui doivent voir à la fois sur le panneau D30 de sortie de voie, et sur le musoir. Et on voit que là, on a des échecs. Hein. Là, la ligne est rouge, échec. Donc on ne voit pas sur le musoir.
Et donc, dans la cellule civile, il y a aussi ce panneau exemple, hein, où on voit bien que la visibilité est assurée ou pas. Donc, je trouvais ça intéressant de vous parler de ces aspects-là, hein, de validation numérique. On est à l'ère du BIM, on est bientôt en 2025, et ces vérifications-là, qui jusqu'à présent étaient manuelles, maintenant peuvent être faites automatiquement. Et donc, alors j'ai pas prévu de le montrer pour un problème de temps, mais j'avais vraiment peur de déborder, hein, dis donc Philippe, pour ce webinaire. Je voulais vraiment qu'il y ait la place aux questions, hein. Et donc voilà, il y a un moteur de détection de collision dans OpenRoads qui est applicable à la fois au projet routier, hein, pour savoir si un tuyau va être dans la couche de forme, mais aussi pour détecter des collisions entre réseaux, où là on voit qu'il y a un bout de gaz qui est un peu trop près d'un tuyau béton. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un outil de modélisation qui vous permet aussi de vérifier la cohérence de ce que vous avez fait. Ok, donc quand vous sortez un modèle OpenRoads, vous avez pu vérifier que votre modèle était correct et vous avez les preuves numériques de ces vérifications. C'est bon, j'ai bien beau vendre du BIM et vous dire qu'on a l'air du BIM, bim bam boum, jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'on achète encore et ce qui est spécifié dans les contrats encore bien souvent, ce sont les plans. Ok. Et c'est pour ça que OpenRoads a un module de production de livrables automatisé qui permet donc de générer à partir du modèle, hein. Et là, par contre, donc c'est vraiment encore une fois en sauce BIM, puisque toutes les annotations, tout est extrait du modèle. Okay, il n'y a pas d'annotation manuelle. Enfin, on peut en faire vous pouvez en faire si vous voulez, mais toutes les annotations sont automatiques et dynamiques. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui change dans le projet, à ce moment-là, la code sera mise à jour. Alors, tout n'est pas entièrement dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, les profils en travers, il faut quand même les réannoter. Mais vous avez un ensemble d'outils très puissants pour faire du calpinage de vue en plan, de profil en long et de profil en travers issus du modèle. Donc, c'est vraiment très, très important pour Bentley de vous permettre de tirer le trait jusqu'au bout et pas juste avoir une belle maquette, mais qu'est-ce que j'en fais, mais aussi pouvoir donner des plans à vos clients. On revient sur l'aspect métré cette fois. Enfin, on part de l'aspect métré, hein. Donc on peut bien sûr faire des quantitatifs et OpenRoads permet de faire des métrés de tout le projet. Mais cette fois, j'avais pris l'exemple d'équipements, hein. On a posé des équipements dans le projet et on veut avoir un listing, un rapport de tous les équipements. Et OpenRoads vous permet de personnaliser des rapports. Donc là, j'ai créé un rapport qui va lister tous les équipements. Et là, il a trouvé des radars. Et tous ces champs sont entièrement personnalisables, hein. C'est vous qui décidez les objets des champs, avec la possibilité de faire... il y a une faute de frappe, pas de description. Avec la possibilité de faire un lien vers une bibliothèque, une bible de prix externe. Et ce qui est aussi assez novateur, c'est automatiquement de faire un repérage, donc bien sûr XY, hein, d'implantation, mais aussi en référencement linéaire. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez sortir des référencements linéaires de tous vos objets, que ce soit, là j'ai pris des objets ponctuels, mais ça va être un début de glissière, une fin de glissière, ça va être tout à fait ce genre de choses. Donc on peut faire du référencement linéaire de l'ensemble de votre projet, ce qui est quand même assez sympathique et offre des tas de cas d'application.
Un module dont je me devais de vous parler, c'est le module assainissement. Okay, puisque dès qu'on fait un bout de route, on imperméabilise, et l'imperméabilisation, c'est mal. Enfin, plutôt maintenant, on essaye de limiter et de gérer les impacts des aménagements routiers et autres. Et vous avez un module assainissement dans OpenRoads qui vous permet d'intégrer cette vérification-là. C'est issu, en fait, on a intégré StormCAD, je ne sais pas si vous connaissiez de la gamme Hstad, qui vous permet de calculer, modéliser un réseau, le dimensionner, le caler en 3D, mais aussi de faire des vérifications en cas d'inondation. Okay, et on a un moteur complet qui peut vous permettre d'intégrer des événements pluvieux, que ce soit des pluies, donc en France, ce sera les coefficients de Montana, pour ceux qui font de l'assainissement en France, ou sinon on peut récupérer des hydrogrammes complets de pluie, hein. Vous avez une pluie, mais on va l'injecter la pluie dans le modèle, et on va observer l'évolution de la pluie dans le modèle. La pluie, elle tombe sur des surfaces, et donc on a un outil pour délimiter automatiquement les bassins versants, hein. C'est fini l'époque où on calait à la main, hein. Vous placez votre avaloir, il calcule le bassin versant associé, et il va vous-même automatiser le placement en fonction de la lame d'eau. Okay, c'est-à-dire qu'il va calculer quelle est la largeur d'eau dans la cunette captée par le bassin amont, et il va vous permettre de placer celui d'après pour que la lame d'eau soit pas plus de 15 cm, ou la valeur que vous lui aurez donnée. Donc il y a des fonctions hydrauliques assez avancées pour placer les avaloirs qui vont constituer les points d'entrée de l'eau dans le réseau. Et donc ensuite, le calcul avec la méthode rationnelle pour les collecteurs et le reste du réseau. Donc un module très complet, et donc ce qui vous dit, qui permet aussi de faire de la simulation. Donc vous voyez que là, j'affiche un profil en long, et on voit donc le pic de débit, et je la remets, hein, c'est trop rigolo. Non. Et voilà. Donc, alors je me dois de préciser que donc, le modèle, vous pouvez le faire avec OpenRoads, mais pour faire la simulation comme ça, là, il faut prendre le petit bout de licence supplémentaire qui ajoute toute la partie simulation. Mais c'est quand même assez important, puisque si votre bureau d'études fait de l'hydraulique, ça veut dire que vous pouvez faire des simulations d'inondation. Donc, je ne vais pas dans le détail, mais là, on modélise aussi les débordements, et on intègre même le moteur d'inondation 2D issu d'OpenFloods. Ça veut dire que vous pouvez modéliser des inondations précisément, directement depuis OpenRoads. Donc, si vous faites de l'assainissement et du pluvial, vous êtes couvert. Et on a aussi un module pour importer des réseaux en 3D, mais on verra à la fin si on a le temps de le montrer. Et voilà. Ah oui, j'avais oublié cette vidéo. Donc, c'est bien joli l'assainissement. Vous voyez que là, on a placé des regards. Donc là, à gauche, vous avez toujours la vue en plan, et à droite, vous avez la vue 3D. Et donc, j'ai passé des regards qui récupèrent l'eau d'un lotissement qui est en amont là. Et il se trouve que donc on a le projet qui est calé. Là, je suis dans le fichier assainissement, dans lequel il y a les regards. Là, on voit les tampons qui sont affichés. Et le projet, lui, donc vous voyez les courbes de niveau là qui sont affichées. Il est en référence, bien sûr. Et c'est dans le fichier résidentiel démo site que j'ai modélisé toute la partie chaussée structure. Et on voit que là, il y a un petit crayon. C'est que le projet a été modifié. On a changé le profil en long de la route. Et maintenant, il faut mettre à jour le projet de drainage. Donc, avec un autre logiciel, le profil en long change, les altitudes changent. Je serai obligé de recaler le projet d'assainissement, mais pas avec OpenRoads. Encore une fois, l'intention de conception dont je vous ai parlé au début, elle s'applique aussi à l'assainissement. C'est-à-dire qu'on a calé les regards à la surface du projet,
bah, ils vont rester calés à la surface du projet. Si le projet il bouge, et ben les regards ils vont bouger. C'est pour ça que c'est ce qui va se passer dès qu'on aura cliqué sur pour déclencher la mise à jour du projet. Donc, ce qu'on va voir, c'est que le terrain va se baisser de ce que je me souviens. Ouais, avec le terrain se baisse. Et ensuite, il y a un temps de latence. Donc, le temps que maintenant que OpenRoads sait que le terrain maintenant il est là, et ben le temps de se mettre à jour, c'est le temps qu'on voit là. Pouf, ça y est, il recale les modèles au sol. Et vous voyez que les annotations, elles aussi, sont mises à jour. Donc je recommence. On déclenche la mise à jour du modèle. Le fichier référence est mis à jour et hop, automatiquement, les regards vont être reprojetés sur le nouveau terrain. Donc ça veut dire que c'est l'intention de conception. Vous le faites le projet une fois bien et ensuite, donc avec des contraintes, vous lui dites les regards ils sont sur le TN, bon ben là, enfin sur le TN, sur le terrain, sur le projet, et ben ils sont sur le projet. Donc si le projet change, les regards changent. Et on peut même pousser le bouchon plus loin, parce que c'est optionnel, mais on peut aussi placer les regards dynamiquement par rapport au projet. C'est-à-dire que si le projet change en largeur, si je change la largeur du trottoir, bah c'est pareil, les regards, ils vont être déplacés pour être toujours à la même distance du trottoir. Et donc ce module-là est vraiment très complet, bien abouti. Et là, avec les dernières versions, on peut vraiment vous offrir quelque chose de propre qui va vous permettre de faciliter le montage BIM de vos projets. Ok, vous avez un projet d'assainissement en 2D, ben, en un quart d'heure, vous l'avez en BIM dans OpenRoads. Et ça, c'était une image un rendu que j'avais fait d'un projet dont on voit là, ça c'est la route dont on a changé les élévations là. Et c'était pour parler alors c'est des SUDS, vous êtes des jardins par infiltration. Hein, parce que on est en 2024 et maintenant on n'imperméabilise plus trop. On essaye de faciliter le rejet dans la nature de l'eau. Et OpenRoads vous permet d'intégrer ces objets-là. Donc là, c'est un jardin d'infiltration. Donc plutôt que d'envoyer l'eau dans une rivière pour ensuite faire des inondations, bah, l'eau, on l'envoie dans cette surface. Une partie de l'eau va être absorbée par les plantes, une partie par évaporation et une partie par infiltration. Et tout ça est modélisé par OpenRoads. On peut donc calculer donc des jardins et des toits végétaux. Donc si les nouvelles normes imposent de plus en plus de végétalisation, OpenRoads est prêt pour cela. Raison numéro 9, les IFC et les IFC routes. Oui, Hosanna, enfin, on a des IFC pour les routes. Enfin, on n'est plus obligé de faire des proxys dans des IFC bâtiments. Donc les IFC 4.3 routes sont publiés et Bentley est partenaire de Building Smart, donc l'organisme qui gère ces IFC, qui sont donc les Industry Foundation Class, qui sont un moyen de décrire, donc là en l'occurrence des routes, de façon agnostique des éditeurs. Donc le but, c'est que quand vous ayez modélisé un projet avec OpenRoads ou Civil 3D ou Mensura ou Covadis ou ce que sais-je, pour faire de la revue de projet, on publie un IFC et on fait la revue de projet sur l'IFC. Quels que soient les logiciels qui ont été utilisés, on a une seule apparence. Et l'intérêt du IFC 4.3, c'est qu'on commence à avoir des classifications d'objets. Donc là, je vais vous montrer en vidéo normalement dans BIMvision. Là. Donc là, dans ce projet-là, j'avais fait un fossé et une route. Et on retrouve donc, vous voyez là, toutes les données correspondant au corridor avec le schéma 4.3. On a aussi donc la notion de site.
Et dans la hiérarchie, en dessous, dans infrastructure, bienvenue dans les IFC 4.3, et on a un IFC Road, et l'IFC Road est composé de composants, et chaque composant donc conserve tous les attributs numériques que vous aurez pu déclarer dans OpenRoads. Et l'intérêt des IFC, c'est que ça les aligne en fait, et que du coup, ça permettrait, par exemple, à des gens de Civil 3D de récupérer le projet avec toute son intelligence, ou à faire de la revue de projet sans avoir l'outil natif, quoi. Et voilà, donc ça n'a pas été évident parce que pendant longtemps, les IFC, c'était très européen un peu. Aux États-Unis, ils n'étaient pas très, pardon, excusez-moi, pas très IFC. Mais ça y est, les DOT passent aux IFC, donc full IFC à Bentley. 10e raison, n'êtes pas seul, isolé. Il y a toute une chaîne de traitement à votre disposition pour vous permettre de réaliser la capture de l'environnement, par exemple avec iTwin Capture et Descartes. Ensuite, vous pouvez faire de la conception avant-projet avec OpenRoads Concept Station, de la conception détaillée avec OpenRoads Designer, de la visualisation interactive avec LumenRT. Ensuite, il va bien falloir le construire, ce projet. Donc, vous allez le placer dans Synchro Pro pour le découper en lots et préparer le chantier. Et donc, c'est toute la partie chantier qui pourra être gérée avec un Synchro Pro. Tout ça étant géré depuis la plateforme iTwin. Donc iTwin Platform, c'est la plateforme numérique de Bentley qui vous permet de gérer vos projets en fait, à toutes ces phases. Dès que vous avez besoin de communiquer, de faire de la revue de projet, à ce moment-là, vous pourrez utiliser iTwin Platform. Et je voulais terminer là-dessus, donc où ça montre aussi la capacité pour OpenRoads de gérer des gros projets. Et voilà, donc j'avais préparé une petite vidéo. Donc là, on est dans le module de revue de projet. Donc c'est-à-dire qu'on a tous les outils disponibles de revue de projet, de marquage, de détection de collision, de vérification de règles, etc. On a des outils de mesure, je les montre à gauche là, des outils de section, des outils civils. Donc là, je vais peut-être poser, puisqu'on peut afficher les profils, faire des profils en travers, générer des rapports abscisse des ports. Et là, pour terminer sur une note un peu plus légère, donc on peut aussi parcourir la route que vous avez modélisée. Voilà, donc là, l'environnement est représenté en maillage à Twin Model, là. Et comme ça, vous pourrez parcourir votre projet. Alors, c'est pas encore du GTA V, mais on arrive quand même à un degré de réalisme et d'intégration qui est assez sympa. Donc la plateforme iTwin, c'est là disponible pour venir héberger vos projets OpenRoads et vous permettre de faire de la revue de projet si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Et voilà, c'était la 10e raison pour utiliser OpenRoads. Il est 47. C'est bien, pour une fois, on sera dans les temps. Donc désolé si je vous ai un peu stressé, si j'étais un peu stressé au début, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir et voilà, j'espère que... Et on pourrait ajouter au moins 250 autres raisons d'utiliser OpenRoads. Hein. Ouais, et puis là, faut... Comme tu l'as dit, c'est un logiciel qui est extrêmement riche et qui s'inscrit dans l'écosystème de Bentley. Donc, si on a des bâtiments à mettre dans le même projet, on peut les intégrer très facilement provenant d'Open Buildings
ou de Revit éventuellement via soit de l'IFC, soit l'inclusion directe d'un fichier Revit via la plateforme iTwin de Bentley. J'en ai parlé Oui, dans oui, une ouais. des vidéos précédentes. Donc c'est vraiment extrêmement pratique et extrêmement souple d'intégrer de la donnée, d'où qu'elle vienne, de peu importe la plateforme avec laquelle on travaille, on peut communiquer avec OpenRoads, qui est vraiment un outil assez exceptionnel. On est bien Donc, d'accord. oui, bah, ça, je suis persuadé que tu en es convaincu, Vincent. Euh, donc, voilà, je pense que Vincent a expliqué les choses qu'il avait l'intention d'expliquer dans la présentation. Beaucoup de Ouais, choses. Oui, pardon, pardon, ouais, je te donc laisse. juste pour. Alors, je ne sais pas, excusez-moi, je t'interromps, je suis désolé, mais Non, parce que non, j'ai vu bah, qu'il y avait Yann qui avait une question sur l'intégration des nuages de points. Et du coup, je voulais y répondre. Donc, oui, tout à fait, on peut faire de la conception sur nuage de points. C'était même un des fichiers que j'avais, un des exemples que j'avais commencé à préparer pour cette présentation, que j'avais pas pu utiliser. Mais donc, oui, tout à fait, on peut faire de la conception de projet en récupérant du lidar. Donc, là, j'ai pris l'exemple c'est à Bruxelles. C'était pour faire un clin d'œil à BICAD. Et donc on peut tout à fait récupérer des nuages de points sans pratiquement de limitation, hein, et non seulement on peut intégrer les nuages de points à la conception, mais on peut aussi extraire le sol de ces nuages de points. Ok, et comme on sait que les nuages de points sont euh, des outils vraiment très, enfin sont vraiment très précis, hein, comparé aux données grande échelle qu'on avait jusqu'à présent. On avait de la photogrammétrie, mais qui était avec des plus ou moins 10 mètres, quoi. Alors que là, on a plus ou moins de 2 à 5 centimètres. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je voulais vous montrer le modèle de terrain généré à partir des nuages de points. Oups, bah oui, comme je clique dessus. Alors, je vais changer. Voilà. Donc, en fait, pour ce projet, j'avais travaillé de manière hybride. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, là, c'est un terrain issu d'un levé terrestre. Et tout le reste, c'est le lidar que j'avais téléchargé en open data. Et on peut voir que bah, le lidar est. Alors, au niveau des triangles, on voit que c'est pas la même chose. Par contre, au niveau du Z, on est bon. J'ai aucune. Il y a pas 3 mètres d'écart entre le levé lidar et le lever par ligne. Mhm. Donc Yann, tout à fait, oui, on peut faire de la modélisation en intégrant les nuages de points. Et si ça t'intéresse de savoir un peu plus précisément comment faire, à ce moment-là, donc je vais passer à la dernière slide sur lequel donc j'avais rajouté la page sur laquelle vous pouvez aller rechercher des webinaires. Et d'autre part, j'ai fait une chaîne YouTube sur laquelle je remets les webinaires les plus importants pour qu'elles soient plus faciles d'accès. Et si vous allez sur le webinaire, là, vous trouverez un webinaire sur l'exploitation des lidars. Voilà, pardon, excuse-moi, Philippe. Non, 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 mais c'est très intéressant. Oui, effectivement, Bentley, l'intégration des nuages de points dans les logiciels Bentley est extrêmement puissante, hein, ça, on est bien d'accord. Donc,
C'est un outil et une donnée qui est de plus en plus utilisée. Alors, il y a l'autre type de données, c'est les modélisations photogrammétriques qui sont générées notamment par iTwin Capture Modeler, qui s'appelait auparavant Context Capture. Mais bon, voilà, Bentley aime bien changer les noms. Et donc, effectivement, ici, on le voit bien dans le projet que Vincent est en train d'afficher. On a de la modélisation photogrammétrique qui a été intégrée, euh, sur laquelle on Voilà, a intégré plus exactement le projet. voilà tout l'environnement là, c'est un modèle. Pardon. Euh, oui, ouais, et d'ailleurs, on peut même. Ça dépend des maillages, mais les maillages lidar d'environnement naturel passent assez bien à la moulinette de iTwin Capture. Et c'est-à-dire que si vous avez un lidar, un nuage de points, vous pouvez passer à un modèle de terrain à échelle variable. Vous pouvez passer à un maillage de réalité comme celui-là. Donc Ouais. on peut passer du nuage de points au maillage. Et d'ailleurs, c'est ce que je montre dans le webinaire. Alors, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que le modèle est globalement plus léger, souvent. La deuxième chose, parce qu'il y a une optimisation des surfaces. Les points coplanaires sont un petit peu éliminés. Et Oui, oui, sur ouais, des ouais. nuages de points, les points coplanaires, ils sont là, parce qu'il n'y a pas de relation entre les points. Ici, iTwin Capture Modeler fait vraiment une analyse complète de l'ensemble des points et va alléger en retirant les points qui ne servent à rien. Ça, Mm. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un nuage de points, bah, ce n'est jamais qu'un ensemble de points. Donc, quand on va commencer à zoomer sur le nuage de points, on va avoir la problématique de où est-on? Parce que ce sont des points qui vont s'afficher et ça devient assez brouillon quand on a un niveau de zoom assez précis, assez important. Par contre, à partir du moment où on est en maillage de la photoréaliste, comme le produit iTwin Capture, hein, eh bien, on a des surfaces, on n'a plus des points, donc on va avoir également un effet de masquage. Donc les points qui sont derrière, on ne les verra pas puisqu'ils sont cachés par la surface. Et donc ça rend la visualisation, la donnée beaucoup plus lisible, on va dire. Ça rend la donnée beaucoup plus visible. Sur notre site internet, j'ai un petit exemple qui montre un zoom sur un nuage de points et le même zoom après avoir réalisé un traitement de modélisation photogrammétrique, enfin de génération de maillage. Il n'y a pas photo, la lisibilité est complètement différente. Oui, bah justement, ça y est, j'ai retrouvé. Merci Philippe, c'est génial. Ça m'a permis de retrouver la vidéo Avec de plaisir, Vincent. présentation du. Une belle collaboration. Ouais, bon, comme d'habitude, hein. Et donc là, c'est un nuage de points vraiment de l'IDAR HD de l'IGN, hein. C'est la première DAL test qu'ils avaient donnée. Et donc c'est la seule qui est colorisée d'ailleurs, hein. Puis on peut les coloriser les nuages de points avec OpenRoads. Mais bon, je divague. Donc le nuage de points, qu'il ait été classifié ou pas, on peut le classifier avec OpenRoads. Donc là, il est livré classifié. Et la classe sol, c'est la classe orange, donc, qu'on va extraire pour modéliser le sol. Mais comme l'a excellemment dit Philippe, on ne va pas prendre tous les points. Parce que là, on s'effondre et puis on se retrouve comme chez Civil 3D ou à devoir filtrer des points ou enfin, d'avoir des workflows compliqués. Alors que là, il y a un moteur automatique pour filtrer les points. Et ensuite, donc, on peut se baser sur ce modèle de terrain pour faire son projet. Donc là, et puis même faire de la reconstruction de ponts. Là, j'avais pris cet exemple-là. Et donc, ah oui, au niveau du nuage de points. Donc, les nuages de points, c'est bien, mais comme l'a dit Philippe, plus on se rapproche, moins on voit. C'est pour ça que, grâce à iTwin Capteur, vous pouvez trianguler le nuage de points
Et donc c'est à la Bentley, hein, c'est-à-dire que c'est pas un mesh statique qui va s'écrouler dès que vous aurez plus grand qu'une boîte à chaussures. C'est un mesh dynamique à échelle variable et qui vous permet de générer un maillage à échelle variable gratuitement. Merci l'IGN, merci Bentley, parce que ça, vous le mettez en référence dans votre projet et vous avez un écrin sympathique pour vos projets. Et voilà, donc ce qu'on extrait du lidar HD, hein, c'est le sol et le maillage à échelle variable. Ouais. Voilà, voilà. Super. Pour rappel, Picard, nous, on est aussi centre de formation agréé par Bentley sur divers logiciels, dont OpenRoads. Nous avons un excellent formateur OpenRoads que Vincent connaît bien, Tout à euh, fait. qui peut assurer des formations de qualité. Il me reste à remercier Vincent pour sa présentation. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve bientôt.